Merci. Je vais peut-être donner quelques mots sur moi avant, puisque je suis peut-être le plus externe de vous. Je suis neuropsychiatre de formation et surtout spécialiste du risque. J'ai abandonné assez vite la neuropsychiatrie, je suis rentré chez les militaires, j'ai été professeur au Val-de-Grâce avec la chaire de physiologie du travail et de recherche, et très vite centré sur les risques, avec 10 ans qui ont été passés dans l'aviation, où j'ai été le responsable européen de la sécurité aérienne et du domaine facteur humain qui est associé. Et puis je suis revenu aux États-Unis, en fait, accompagné Don Berwick, qui était l'acteur principal de l'Obamacare sur la montée en puissance après le rapport To Err is Human sur les erreurs médicales. Et c'est après ce long détour que je suis arrivé à la HAS, d'un côté, comme conseiller sécurité du patient et président de la commission d'accréditation. J'étais président pendant 10 ans. Et en parallèle, j'étais le directeur scientifique de la MACSF, ce qui m'a donné quelques connaissances sur le domaine assurantiel. Et c'est ce mélange qui a fait que j'ai eu le plaisir d'accompagner le système jusqu'à son bout actuel, qui est pas un bout, mais qui est une étape. Et ce que je vais vous dire, c'est un complément de tout ce qui a été dit, mais c'est la lecture. Est-ce que ça a servi d'un point de vue de la sécurité? Parce que c'est mon travail de parler de sécurité du patient. Est-ce que ça a servi d'un point de vue de la sécurité? Alors, je vais passer super vite sur la plupart des diapos, parce qu'elles ne font que répéter ce que vous avez vu, donc c'est pas la peine d'y mettre beaucoup d'efforts. On sait qu'elle est l'accréditation est née avec un double objectif, une prise d'assurance d'un côté et une préoccupation croissante pour la sécurité du patient. Je vous parle surtout du deuxième point, le premier a été bien vu. Sur ce premier point, il faut savoir que, évidemment, les premières idées sur le risque patient sont venues des États-Unis, on les situe fin des années 90, avec quelques grandes publications qui étaient d'ailleurs assez associées avec des visions assurantielles sur un risque qui est apparu d'un coup énorme en matière d'erreurs humaines et de mortalité, et avec des enquêtes qui ont été faites dans tous les pays sur, mais alors, bonne année, et qui ont toutes dit à peu près les mêmes choses, y compris jusqu'aux plus récentes enquêtes. La dernière est suisse, vraiment elle est très récente, c'est de 2017, mais depuis 2005 on les multiplie de pays en pays. Un patient sur 10 qui entre à l'hôpital aura un événement indésirable, pas forcément lié au médecin, mais aura un événement indésirable, et un patient sur 1000 mourra de sa prise en charge thérapeutique. Et ça n'évolue pas, d'un point de vue macroscopique. Il faut se rendre compte de ça. C'est très complexe comme système. Donc à la fois c'est le verre à demi plein, c'est pas bien, et à la fois c'est aussi quelque chose qui doit être mis en perspective de la complexité des prises en charge et de leur évolution. Et comme je vous le disais juste avant, avec Don Berwick, le rapport de l'IOM, donc de l'Académie de médecine américaine de 1999, on avait vraiment mis l'accent très très fort sur les erreurs médicales, en disant c'est pas un problème de docteur, il ne faut pas raisonner comme ça. C'est un problème de système, c'est un problème d'équipe, c'est un problème de prise en charge, c'est un problème d'établissement. Et si on arrive à regarder tout ça différemment de ce qu'on le regarde jusque-là, qui est juste le prisme du chirurgien qui est en train d'inciser, alors on va comprendre des choses qui feront progresser le système. Alors on a essayé de faire ça, mais jusqu'à très récemment, on a des résultats qui sont très très inquiétants. Ce papier du Lancet, très discuté par ailleurs, hein, il y a eu une grosse polémique autour, hein, mais ce papier du Lancet situe le risque chirurgical en termes de mortalité en Europe à 4%. Alors bien sûr, il prend en compte les patients fragiles, bien sûr, il prend en compte la chirurgie gerontologique, etc. Il prend en compte, et il sort la chirurgie ambulatoire. Mais il n'empêche, c'est des chiffres qui sont inquiétants, et les reviewers du Lancet ne sont pas complètement neuneux, donc il y a une partie quand même qui était assez convaincante sur le fait que ce papier peut passer au Lancet. Il a été critiqué après, donc ne restons pas sur le papier, mais considérons quand même que c'est un vrai sujet, et quelque chose qui fait écho à mon passage dans l'aviation. Évidemment, pour progresser, on s'est dit, allons regarder les grands frères industriels qui font des choses bien, et on a importé plein de choses, les checklists dont on a parlé depuis déjà une demi-heure, 2 heures je pense, et bien d'autres choses, pour essayer de s'approprier ce qui faisait bien chez ceux qui réussissent, et notamment l'aviation. Alors, l'état des lieux, vous savez qu'on a un système donc, évidemment d'accréditation, je passe dessus parce qu'on vient de le voir, un parcours d'accréditation qui est bien décrit dans tout ce qu'on a écouté, donc je passe aussi dessus.
avec une accréditation de 4 ans. Les chiffres, vous les avez vus, donc je repasse également très rapidement, hein, 105, 120, enfin bon, ça dépend, mais en gros, plus de 100 000 événements porteurs de risques dans la base, un nombre quand même très important de médecins qui sont accrédités, pas mal de spécialités qui se sont impliquées, essentiellement chirurgicales, anesthésiques, mais on a également une spécialité qui n'est pas de ce domaine. Et évidemment, on a des spécialités interventionnelles qui ont essayé de rejoindre pour la plupart, avec des difficultés. Certaines sont malgré tout très actives dans l'accréditation. Alors le bilan des productions, on l'a entendu aussi, mais je vous le redonne très vite. Hein. D'abord, ça a produit des alertes sur les risques, assez nombreuses, des informations sur les risques, tout ça étant validé quand même par un collège à la haute autorité, avec une production qui est diffusée. Ça ne veut pas dire qu'elle est influente, elle est diffusée à la communauté. Des informations sur les risques, des papiers, des EPR ciblés avec un certain nombre d'actions particulières, qui sont évidemment des actions bénéfiques sur la communauté, des solutions dont on vous a beaucoup parlé pour la sécurité du patient, un grand nombre, hein, il y en a aujourd'hui plusieurs, plus de 10, donc plus de 10, même plutôt 15, et il y a plusieurs types de solutions derrière. Des notices d'explication, de pédagogie qui sont destinées à la communauté chirurgicale. Et donc, on a une production qui n'est pas qu'une production virtuelle, c'est une production réelle d'un certain nombre d'alertes et de papiers très classiques dans la logique scientifique sur le risque chirurgical et la manière de le faire évoluer. Alors, est-ce qu'on a des impacts? On en a un qui est génial. C'est un outil d'acculturation à la sécurité des prises en charge pour les professions chirurgicales sur le vocabulaire, les concepts, le travail sur l'erreur, la déclaration, l'analyse et l'intérêt pour la sécurité. On est parti de quasiment zéro. On n'était pas que chez nous, mais il faut se rendre compte, en 2005, ces notions-là, qui ont poussé dans le monde entier, étaient quasiment inconnues de la communauté, en 10 ans, et bien sûr aussi, on ne peut pas être sûr que c'est que l'accréditation, parce qu'il y a un mouvement général. Mais l'accréditation a beaucoup fait, et particulièrement sur une population qui n'était pas facile à atteindre, qui étaient les libéraux, qui travaillent plus en individuel que les médecins hospitaliers, et qui ont été quand même atteintes par cette pédagogie. Et c'est une condition préalable à toute amélioration, et là, les progrès sont vraiment très grands. C'est un outil de sécurisation des pratiques qui comble un vide, parce que c'est un retour d'expérience entre pairs sur l'élaboration de solutions de gestion, essentiellement de récupération ou de problèmes qui n'ont pas une valeur si grande que les collèges les aient traités en grande priorité. Donc les collèges de spécialité n'ont pas traité en priorité ces défauts de la pratique qui remontent quand on écoute les chirurgiens. Et finalement, on a là une voie qui complète ce que fait très officiellement les collèges sur la prise en charge du risque au sens large. Et là, on est plutôt dans les défauts, des mini-défauts de cette prise en charge. Et évidemment, on a beaucoup d'impact sur les matériaux, locaux, équipes, relations au planning, à la gouvernance des établissements, entente interprofessionnelle dans et hors du bloc, on en a parlé avec les anesthésistes. Et tout ça, on pouvait le lire aussi à travers alors, des choses qui sont un peu plus d'un niveau général et qu'on ne peut pas directement relier à l'accréditation, mais quand on parle d'amélioration de la sécurité en chirurgie, c'est vrai qu'il y a des poches d'amélioration considérables sur les infections notamment, sur un certain nombre d'actes et la checklist, qui n'était pas qu'un outil de l'accréditation, c'est un outil mondial, a été porté par l'accréditation et a servi dans ce domaine-là. Alors il faut quand même dire que c'est pas très simple en chirurgie de faire des mesures de gain en sécurité. Ça c'est très important de le comprendre parce que ça rend les discours parfois complexes autour du gain par la sécurité. Il y a une amélioration lente mais continue de la sécurité des actes et des parcours sur les chirurgies exemplaires et presque toutes les grandes chirurgies exemplaires ont des papiers majeurs attestant de cette amélioration sur les 10 ans qui viennent de s'écouler. Donc si on prend du vasculaire, si on prend de l'orthopédie, si on prend toutes les grandes spécialités chirurgicales.
On a des chiffres qui sont plutôt optimistes des assureurs. Je rappelle juste deux choses. 2013, j'aurais pu en prendre d'autres, 2013, chez Branché, les médecins accrédités semblent moins ciblés par les réclamations que les non accrédités. Et en 2017, ça c'est mon expérience personnelle, il y a une stabilité, une très légère tendance à la baisse du volume régulier du risque chirurgical à la MACSF, ce qui est plutôt un bon signe parce qu'on a quand même une mise en jeu d'outils dans lesquels contribue l'accréditation. Mais le bénéfice local d'une chirurgie particulière tend à disparaître dans les enquêtes plus globales. Et là, il y a vraiment très grosse littérature sur la difficulté de lire la mesure objective du risque. D'abord, il y a une instabilité des références du risque. Il y a un changement de pratique constant, et on ne peut pas comparer à 10 ans, on ne peut pas interpoler à 10 ans les chiffres de progrès. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est parce que, comme on a changé les pratiques, on n'a pas le même référentiel. On a aussi des corrections qui ont été apportées dans les papiers sur la lecture du risque. Alors qu'on lisait le risque intra-hospitalier, on a commencé à le lire en post-op, on a commencé à le lire en post-op à 10 jours, à 30 jours, et on le lit maintenant à 1 an. Et évidemment, si on allonge la période complète du parcours patient, on lit des complications qu'on ne lisait pas avant. C'est assez logique. Et donc, la mesure change, mais elle n'est pas comparable. Donc, c'est difficile de l'étalonner dans le temps. On a des prises de risque plus grandes, et la chirurgie gérontologique est évidente. Si on fait des prothèses de hanche à 94 ans, on a une nouvelle chirurgie qui a un risque, pas tellement dans sa technique, mais dans ce qu'elle va représenter en termes de mortalité patient. Et toute erreur sera sanctionnable beaucoup plus rapidement, notamment en infectieux, si on n'a pas une présence de chirurgiens, d'anesthésistes et d'équipes qui prend en charge vraiment de façon très soignée le post-op de ces patients fragiles, toute la fragilité patient. Et puis on a des innovations constantes, et ça c'est un vrai problème. Je vous rappelle, ça a été évoqué très rapidement, que la durée de vie moyenne des connaissances est de 5 ans et demi dans la plupart des grandes spécialités. Il y a beaucoup de papiers qui ont été publiés à très bon niveau sur ce domaine. C'est très stable, c'est bien plus rapide que ce qui est l'année dans l'aviation ou dans le nucléaire. Et évidemment, ça crée un flux d'innovation qui, sans arrêt, dévale le système, particulièrement en chirurgie. Et vous voyez les résultats, 75% des innovations médicales n'apportent rien, mais 7% sont très bénéfiques, sont même des innovations de rupture. Et là, le problème, c'est de trier entre le négatif qui est associé à la masse des innovations qui n'apportent rien, et les quelques innovations qui vont vraiment créer la rupture. Et évidemment, il faut aussi parler d'innovation d'organisation, et parler de chirurgie ambulatoire, c'est une innovation majeure en chirurgie, alors qu'elle n'est pas majeure en technique. Mais elle est majeure en chirurgie parce que le parcours patient est totalement différent, et que donc le risque qui était dit complètement calculé au niveau de l'hôpital doit être totalement calculé différemment sur le parcours. Et là, on est très loin d'avoir purgé une nouvelle vision correcte, y compris dans l'accréditation, où on reste encore assez dans les déclarations centrées sur le père hospitalier, et on a du mal à parler un peu loin, à 30 jours, de problèmes qui sont arrivés aux patients. Je ne dis pas qu'on n'en parle jamais, il y en a moins que de ce qui est père hospitalier. Et bien sûr, plus on tire le système vers le haut en termes de progrès, plus on met les patients à risque avec des chirurgies à risque, plus on progresse en santé publique, mais plus on crée une queue de problèmes et on augmente le nombre d'événements indésirables et de complications. Et ça, c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe qui est bien connu et qui force à un double apprentissage. D'un côté, évidemment, apprendre des nouvelles techniques pour pousser le système toujours plus vite, toujours plus haut sur un bénéfice de santé publique et individuel, mais en même temps apprendre comment on peut réduire la queue presque inéluctable de risque qui est derrière. Alors, bien évidemment, on a aussi dit que c'était très lié à l'équipe de plus en plus, et je vous rappelle ce papier qui était cité tout à l'heure. Alors le futur, d'abord c'est un constat, c'est que, ok, on peut dire plein de mots sur l'accréditation, mais franchement, il n'y a pas d'autre système. Ce n'est pas le TPC qui a prouvé être très bon en matière de culture de risque. Et il n'a pas la priorité qui vont bien pour devenir le bon outil. Donc l'accréditation, c'est le seul outil avec tous ses défauts qui a fait progresser un petit peu les choses dans un domaine où il n'y a pas grand-chose sur la table encore. Il y aura peut-être plus tard, et on peut penser que ça peut évoluer, mais là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a 4 grandes priorités qu'il faudrait vraiment considérer. La plus facile, c'est actualiser les modalités de cette accréditation, son contenu, parce que la chirurgie change
Et il faut vraiment viser l'équipe plutôt que le médecin seul, viser l'interspécialité. C'est un challenge, on est tous dessus, donc c'est parti. Plus difficile, à cause du certificat de naissance de l'accréditation, viser une vraie et rapide extension au secteur public et à la formation des jeunes chirurgiens. On est là sur un deuxième défi, il est en cours, mais il n'est pas simple. Le troisième défi, qui est vraiment indispensable, c'est viser l'extension de l'accréditation à toutes les spécialités du parcours de l'opéré. Parce que raisonner uniquement sur un chirurgien et un anesthésiste, ça n'épuise pas du tout le parcours de l'opéré. Il y a des médecins de réhabilitation, il y a des médecins généralistes qui sont maintenant dans les boucles de plus en plus, au début, à la fin, et très rapidement en décharge. Et si on les sort complètement du dispositif, on ne progresse pas vraiment, parce qu'on progresse sur 5 minutes du parcours, mais les 5 minutes suivantes sont à risque, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis un vrai défi politique, c'est du Lego politique, hein, mais c'est basculer sur un statut obligatoire, et évidemment ça ne m'appartient pas de juger s'il a une chance d'exister, mais il fait l'objet de débats et de discussions récurrentes depuis déjà 6 ans ou 7 ans, avec les agences et avec le gouvernement. Merci.